Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 4e rencontre Nous le sport 2021, organisée dans le cadre de la candidature d'Emmanuel Bonnét-Oulhadj à la présidence du CNOSF. Aujourd'hui, la thématique de cet échange va porter sur le sport et l'éducation. Comment faire du sport un levier éducatif au-delà des discours sur les valeurs. Si le sport est souvent vu et défini comme vertueux, les véritables valeurs se définissent en lien avec les contenus et les formes d'organisation des activités physiques, sportives et artistiques. Alors bien sûr, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces échanges si nous n'avions pas la participation d'intervenants et d'intervenantes de qualité. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Ourahmoune, vice-présidente de la Fédération française de boxe, vice-championne olympique de boxe et fondatrice du club Boxer Inside. Bonjour Sarah. Bonjour. Nous accueillons également Michael Attali, professeur des universités de Rennes 2 et directeur du laboratoire VIPS, Violence, Innovation, Politique, Socialisation et Sport. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour. Nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous Benoît Lanier, directeur de l'UCEP, donc de l'Union sportive du premier degré. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et puis bien sûr, Emmanuel Bonnét-Oulhadj, coprésidente de la FSGT, membre du conseil d'administration du CNOSF et de l'Agence nationale du sport, et aujourd'hui dans son rôle de candidate à la présidence du CNOSF. Voilà ce qui nous réunit ce jour. Bonjour. Alors, les échanges se feront également avec vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions, vos commentaires dans le chat. Ils permettront également d'alimenter le débat que nous allons tenir toutes et tous ensemble. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Emmanuel, l'hôte de cette rencontre, pour contextualiser le débat. Si tu le veux bien, Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à Sarah, Benoît et Michael de contribuer à la réflexion sur sport et éducation. On parle souvent du sport éducatif, donc on va essayer de creuser un peu plus pour savoir si la réponse est d'emblée oui, le sport est-il éducatif en soi? Est-ce que la réponse est oui? On va, je pense, voir que ça dépend beaucoup des contenus qu'on va y mettre. Et puis surtout, cette rencontre, elle s'inscrit dans la suite de 3 autres rencontres sur l'égalité, sur les violences et sur le sport santé. Et elle précède encore 5 autres rencontres qui vont contribuer à construire le projet Nous le sport 2021 que je présente dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, peut-être un premier tour de table des différents intervenants sur l'aspect de la dimension éducative et je me permettrai du coup de commencer par toi, Michael, pour savoir finalement aujourd'hui pourquoi parle-t-on de sport éducatif? Y aurait-il un sport qui ne le soit pas? Et du coup, au travers de l'histoire, comment le mouvement sportif s'est positionné face à cette dimension éducative et si ta réponse s'affirme par excusez-moi, un aspect positif, donc si le sport est éducatif, comment l'est-il à travers ses contenus, ses organisations, ses démarches? Voilà, j'ai fait un petit ensemble de questions pour élargir aussi le champ des possibles. D'accord. Bon, je crois que j'ai 2h30 pour répondre. Parce qu'effectivement, c'est une question qui est extrêmement vaste, complexe, l'air de rien, parce que c'est vrai que le terme de sport éducatif, on en parle tous, on l'utilise souvent. Mais quand il s'agit de le définir, c'est beaucoup plus compliqué et forcément, les réponses nécessitent quand même de la nuance. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible et effectivement en essayant là aussi d'engager un débat avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et puis avec les autres intervenants. Alors, pour ce qui est du sport éducatif et pour essayer peut-être de le définir ou de saisir à quoi il renvoie,
je dirais que nécessairement, il renvoie à une démarche qui considère que le sport constitue un moyen, et non pas un but en fait, un moyen mis au service de fins qui ne lui sont pas spécifiques. Par exemple, si la compétition, évidemment, peut être l'occasion d'éduquer, elle ne peut pas se limiter à battre son adversaire si on veut vraiment s'engager sur la voie éducative. Donc, inévitablement, eh bien, quand on parle d'éducation, cela renvoie à des savoirs à transmettre afin que ces savoirs deviennent des connaissances au service de celle ou de celui qui les possède pour agir sur son environnement et pour évoluer dans l'espace social dans lequel il est. Donc, évidemment, quand on parle de sport éducatif, ça paraît peut-être évident, et pourtant, ce n'est pas systématique. Cela nécessite d'élaborer de véritables démarches éducatives qui sont intégrées à un projet. Bref, autrement dit, il ne s'agit pas de s'exposer au sport pour naturellement être éduqué par le sport, mais peut-être que là aussi, on y reviendra au cours du débat. Donc, évidemment, contenu, savoir, connaissance, mais également, cela nécessite aussi de porter son intérêt sur un autre versant de l'éducation par le sport que sont, à mon sens, les institutions qui sont concernées. Alors évidemment, en introduction, on l'a évoqué, l'école constitue la voie souvent la plus privilégiée, mais à mon avis, non exclusive. D'autres associations, d'autres institutions telles que les associations ou d'autres partenaires peuvent aussi s'inscrire dans une perspective éducative, à condition naturellement que les savoirs à transmettre soient explicitement pensés, et on y revient, que des dispositifs soient mis en place, si possible ambitieux, et que ces institutions développent un projet à plusieurs niveaux, évidemment, qui permettent de faire interagir plusieurs acteurs. À mon sens, ce point est important parce qu'effectivement, s'il y a diversité d'acteurs, on s'aperçoit aujourd'hui que la situation correspond davantage à une forme de cloisonnement, de cloisonnement entre les différentes institutions. Effectivement, l'école ne parle plus ou n'échange plus vraiment avec le mouvement sportif qui parfois, là aussi, a tendance à peut-être parfois caricaturer un petit peu ce qu'est l'école. D'autres intervenants qui ont émergé ces dernières années, eux aussi, développent des démarches éducatives, mais sans vraiment interagir avec les autres acteurs. Donc, en fait, on a un espace qui est relativement atomisé, l'espace du sport éducatif, sans que vraiment des échanges se soient mis en place. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est davantage dans une logique de concurrence que dans une logique de complémentarité. Et peut-être que ce serait une perspective d'ouverture qui pourrait être envisagée pour les prochaines années. La deuxième partie de la question faisait référence à la problématique historique et à la place de l'éducation par le sport. Je dirais que, et je crois qu'aujourd'hui on l'a oublié, que la question de l'éducation est l'un des fondements même du mouvement sportif. On connaît tous Pierre de Coubertin, on connaît tous maintenant, et j'en suis ravi, Alice Mia. Quand je dis maintenant, évidemment, vous comprenez bien que je fais référence à l'inauguration il y a quelques semaines au CNOSF. Ces deux acteurs, mais évidemment tous les acteurs du mouvement sportif à l'origine, ont tous eu comme ambition, sont tous positionnés à l'égard des effets éducatifs, réels ou escomptés, du développement du sport à travers différentes populations, qui renvoie aussi à la question de la socialisation par le sport, qui est une question évidemment très présente au plan historique. Alors évidemment, c'est une position qui a été déclamée, mais une position qui, au-delà de la déclamation, a été particulièrement difficile à mettre en œuvre. Et au plan historique, on voit plusieurs étapes, en fait, des avancées à cet égard. Je dirais que là aussi, peut-être en remettant en cause certaines croyances ou certaines représentations qui laissent à penser qu'en France, notamment, par exemple, l'école a très longtemps ignoré le sport. Le sport serait finalement arrivé à l'école que très récemment. En fait, on s'aperçoit que c'est plutôt faux. Dans la mesure où, en fait, dès la fin du 19e siècle, le sport est à l'école. Effectivement, plutôt destiné aux lycéens, aux grands élèves. D'ailleurs, je rappelle aussi que c'est la plupart du temps des élèves qui créent les grands clubs sportifs français. Je pense au Racing Club de France, je pense au Stade français. Mais on peut vraiment dire qu'il y a un point de bascule à partir des années 30.
et notamment avec l'avènement du Front populaire. Et c'est un élément, moi, qui me paraît extrêmement important, intéressant, parce qu'il n'y a pas de sport éducatif sans vision, sans véritable projet de société, en fait. Et le Front populaire, on le sait tous, évidemment, est porteur d'une vision sociale extrêmement ambitieuse, une vision de rupture, quand on se situe à cette époque-là. Et le sport constitue, pour le Front populaire, un outil, un levier de transformation sociale majeure. Peut-être, si on peut s'inspirer de l'histoire, il faudrait aussi se poser la question aujourd'hui, dans quelle mesure, en quoi le sport est un moyen de transformation sociale de grande envergure. Et effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, on voit des efforts qui sont menés pour donner une place de plus en plus conséquente. Alors, une place de plus en plus conséquente au sport ou à l'intégration du sport dans des projets éducatifs que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je ne voudrais pas être trop long, j'ai dit sous forme de boutade tout à l'heure que j'avais 2h30, mais je voudrais préciser un dernier point, là aussi, mais qui renvoie à la situation actuelle. J'évoquais tout à l'heure que souvent, monde sportif et monde scolaire ont souvent été opposés. Il est, à mon sens, très significatif de constater que si on se limite à la seconde partie du XXe siècle, la plupart des entraîneurs, des grands entraîneurs français, étaient tous des profs de PS. C'est-à-dire que dans leur activité, ils intégraient véritablement une vision, un projet éducatif. Je peux en citer trois, les trois peut-être les plus connus, mais en fait, on pourrait y passer l'après-midi et on n'aurait pas fait le tour de la question. Jacques Piacenza, entraîneur évidemment de Marie-Josée Pérec, multiple médaillé olympique et mondial. Jacques Piacenza est un entraîneur reconnu internationalement, mais est aussi un prof d'éducation physique. Daniel Constantini, le fameux premier entraîneur de l'équipe de France de handball, nous ayant mené à la victoire mondiale et je crois à la médaille de bronze aux Jeux de Barcelone, de mémoire. Lui aussi, grand entraîneur, je crois qu'il a été récemment élu meilleur entraîneur du siècle par la Fédération française de handball, prof d'éducation physique. On peut prendre l'exemple de Pierre Viltreux, même situation dans le domaine du rugby. Puis on pourrait, encore une fois, je pense à Monique Berlioux, entraîneuse de Christine Caron, vice-championne olympique à Tokyo en 1964, qui est également prof d'éducation physique. Bref, on voit combien ces deux mondes qui aujourd'hui paraissent opposés se sont constitués, se sont construits de manière homogène. Et peut-être faut-il aussi en tirer des réflexions, des perspectives pour les choix que nous avons à mener aujourd'hui et évidemment pour l'avenir. Très bien, pardon, un petit souci de rallumage de micro. Merci beaucoup, Mickaël. Du coup, ton intervention me donne l'occasion de donner la parole à ce monde scolaire en la personne de Benoît, puisque Benoît, en tant que coprésident de l'UCEP, peut-être te poser la question finalement aujourd'hui, comment au niveau de l'UCEP vous travaillez, alors tu travailles hein, puisqu'on avait convenu de se tutoyer, mais en même temps vous travaillez au niveau de l'antenne de l'UCEP la question du sport et finalement quelle est votre approche éducative? D'accord. Alors, bon, je bois les paroles de Mickaël. Hein. Benoît, directeur national de l'UCEP. Hein. Je ne suis pas vice-président, je ne suis pas élu. Je ne suis qu'un cadre. Pardonne-moi. Un projet politique auquel j'essaie de participer. Alors, effectivement, l'UCEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Ça a été créé en 1939 par un ministre et pas n'importe lequel, Jean Zay, sous le Front populaire. On a une place un petit peu spécifique dans le domaine sportif français, sur lequel je reviendrai ensuite, mais effectivement, on a une dimension éducative qui est assez marquée, assez forte, hein, déjà parce que dans notre fédération, on a 95% des adultes qui sont des enseignants, donc forcément, ils ont un lien avec l'école assez fort, mais pour autant, l'UCEP ne se situe pas que dans le cadre scolaire. Hein, on va y revenir après. Alors, notre posture, notre positionnement, il se situe à la jonction entre deux paramètres, entre le côté sportif, éducatif, et puis l'outil associatif.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a une bivalence très importante, alors avec un traitement particulier de l'activité. Mickaël, tout à l'heure, parlait de la compétition. Eh ben, effectivement, la compétition, le sport de haut niveau, tel qu'on le voit, c'est la compète, c'est le premier carrière. Ce n'est pas tout à fait le cas de la FSGT, par exemple, hein, ou de l'UFOLEP, que je connais très bien. Mais effectivement, à l'UCEP, on a une performance individuelle qui est assez nettement gommée par rapport à une performance collective, à un défi collectif, un défi par rapport à soi, etc., qui est sans doute un petit peu plus adapté aux enfants de l'âge qui nous sont confiés, puisqu'on a des enfants de la maternelle jusqu'au CM2. Mais l'idée étant principalement de viser une citoyenneté, hein, une éducation à la citoyenneté, donc assez large, hein, à la santé, au civisme, au développement durable, même au spectacle sportif. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre en acte cette citoyenneté et pas se limiter au discours. On est tous d'accord, le sport, il y a des valeurs, etc. Mais bon, c'est pas parce qu'un gamin il met un maillot de football et qu'il joue dans une équipe qu'il va forcément développer, qu'il va forcément découvrir ses valeurs. Au mieux, il va peut-être juste en entendre parler, mais après, de là à les mettre en acte, il y a quand même une nuance. Pas qu'on est prêt à franchir, mais seulement sous condition qu'on soit formé pour le faire. Voilà. Donc, le projet de l'UCEP, en fait, c'est un projet qui est sportif et associatif, et l'un étant au service de l'autre. Je sais que dans le thème, il y a l'engagement à plus tard. L'UCEP, l'entité de base de l'UCEP, c'est une association d'écoles qui est gérée par les enseignants, par les parents d'élèves et les élèves qui font partie du comité directeur. C'est statutaire. Hein. Et donc, les enfants gèrent leur association. Ce sont aussi eux qui organisent leurs rencontres. Hein. On a un pas très important où les élèves, ils ne sont pas que participants, ils sont aussi juges, arbitres, mais également organisateurs. C'est-à-dire qu'un des éléments centraux de notre activité, c'est de dire, voilà, notre école organise une rencontre sportive rugby à telle date et on invite d'autres écoles. Et donc, c'est les enfants qui organisent et qui participent à tout ce qui se passe avant, pendant et après. Voilà. Donc, c'est quelque chose, un processus éducatif qui ne se limite pas au seul moment de la rencontre physique des élèves. Moi, je parle en dehors d'une période de brassage, hein, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, la position de l'UCEP par rapport au paysage plus global des fédés sportives françaises, on parle souvent du sport scolaire comme passerelle. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ce thème-là, parce que passerelle, on a tendance à se faire marcher dessus. Par contre, pivot, ça m'intéresse un peu davantage. Et effectivement, on est à la place de pivot entre ce qui se passe à l'éducation nationale, aux 108 heures d'EPS par an dans le premier degré, qui sont prises en charge par des professeurs des écoles, alors parfois par des étapes, mais normalement, la plupart du temps par des professeurs des écoles, et puis les fédérations sportives scolaires. Et là, on a deux mondes avec chacun un projet différent. On a l'école de la République avec un projet, celui de l'école de la République, et puis on a des fédérations sportives qui, elles, ont un projet propre, qui n'est pas dénué d'intérêt, hein, qui a forcément beaucoup de valeurs affichées, des moyens qui sont utilisés pour les mettre en œuvre, mais qui n'est pas pour autant le projet de l'école de la République. Et donc, le rôle de pivot de l'UCEP, c'est d'arriver à faire en sorte que ces projets soient complémentaires. Hein. Je lisais tout à l'heure sur les questions, quelqu'un disait toutes les associations ont leur place. Ben, bien sûr, toutes les associations, tout le monde a sa place dans le beau projet qui est d'éduquer les enfants de notre société. Mais pour autant, tout le monde a sa place. Si c'est une juxtaposition à intervention, je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Voilà. Donc, une des positions centrales de l'UCEP, c'est d'arriver à dire, voilà, nous, très bien, le parcours de l'enfant, il n'est pas morcelé, hein, il n'y a pas ce qui se passe à l'école. Voilà, il faut arriver à essayer de coordonner l'ensemble des actions pour que ce soit le plus équilibré et le mieux pour finalement les enfants qui nous sont confiés. Voilà. Donc, il y a de la place pour tout le monde, bien sûr, mais à condition d'arriver à coordonner l'ensemble, ce qui pourrait être contre-productif, c'était juste juxtaposé. Voilà, pour la première intervention. Merci Benoît. Alors justement, peut-être passer dans ce monde des fédérations sportives au travers de Sarah qui a un parcours exceptionnel de championne. Et puis tout à l'heure, elle nous présentera aussi aujourd'hui ce pourquoi elle s'engage. Mais peut-être une question, Sarah, finalement, dans ton parcours, alors qui, je le suppose, s'est construit dès le plus jeune âge, mais finalement, sport et éducation, ce n'est pas non plus que pour les enfants, c'est tout au long de sa vie, j'ose l'espérer. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, quels sont les éléments, peut-être toi, dans ton parcours de championne, de personne qui fait de la compète, gagne des titres, mais finalement, qu'est-ce qui ont été des éléments éducatifs, mais peut-être aussi
constructif de ta personne en tant que sportive, mais en tant que citoyenne, que femme. Enfin voilà, si tu peux nous en dire quelques mots, parce que ce complément dont parlait Benoît par rapport au sport scolaire se traduit aussi dans le monde fédéral et tu en es une des dignes représentantes. Alors, moi, je dis toujours que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui croyaient vraiment aux valeurs éducatives du sport. On a tous commencé le sport à l'âge de 2 ans et on fait partie de la génération un peu David Douillet, où à l'époque, la fédération de judo communiquait sur les valeurs positives du judo, le respect, le dépassement de soi. Et donc, ma mère était convaincue de ça. Et on a tous les enfants, on est 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, on est tous passés par le judo, la danse classique. On a même fait du rock'n'roll acrobatique, enfin un peu de tout. Et c'est vrai que ça, c'était important pour mes parents. Et très vite, on a compris que le sport allait aussi nous apporter énormément dans la construction déjà de notre identité, mais aussi dans notre développement personnel. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de vraiment tester différents sports, que ce soit à l'école ou après en club. Et très vite, bon, après, j'ai trouvé ma voie. Moi, j'ai été amoureuse des sports de combat et puis plus particulièrement de la boxe, mais c'est vraiment parce que c'est des sports qui m'ont aidé à apprendre à me connaître. C'est-à-dire que j'étais plutôt une adolescente introvertie. Je ne faisais pas beaucoup de bruit, j'étais bonne élève, assez sage et tout, mais j'avais besoin de savoir ce que j'avais un peu en moi et puis accepter aussi le regard des autres, accepter de grandir et toute cette phase pendant l'adolescence qui n'est pas toujours facile. Et moi, vraiment, c'est le sport et en particulier la boxe qui m'ont aidé à passer ces caps-là parce que on apprend pour ma part, ça a été déjà d'assumer mes choix et d'aller dans un club où il n'y avait que des garçons, que des hommes. Et donc, apprendre à m'affirmer, apprendre à accepter le regard des autres, parfois les critiques, et puis développer des compétences qui sont mettre en place une stratégie, faire preuve d'agilité, apprendre à gérer ses émotions. C'est vraiment tout ce que le sport m'a apporté. Et puis, j'aime à dire que la boxe a été pour moi presque une forme d'éducatrice, c'est-à-dire que ça m'a donné une ligne de conduite, une discipline, un cap aussi, parce que je crois que j'avais vraiment un rêve pour moi, c'était les Jeux Olympiques, mais ça a été un vrai fil conducteur parce qu'autour de ce rêve olympique, j'ai construit ma vie d'adolescente et puis après de jeune adulte et d'adulte en me disant que j'allais faire attention à ma santé, à la manière dont j'allais construire mes objectifs de vie et de jongler entre le sport, les études et comment les deux allaient pouvoir se nourrir l'un de l'autre. Et vraiment, moi, le sport, ça a été un réel atout dans mes études parce que j'ai pris confiance en moi et puis j'ai appris aussi le goût de l'effort, apprendre aussi la solidarité parce que quand on fait du sport, on a besoin de partenaires, on collabore et vraiment tout ce que j'ai pu apprendre à l'entraînement et à la compétition, même si parfois, on parlait tout à l'heure de la compétition et ses dérives, c'est vraiment des choses que j'ai pu transposer dans ma vie d'étudiante et puis après dans mes différents projets professionnels. Merci beaucoup, Sarah, de ton témoignage. Du coup, je me tourne vers toi, Emmanuel, au regard, bien entendu, de ton expérience, du programme que tu portes, et puis aussi en écoutant les 3 précédents intervenants. Finalement, Mickaël l'a dit tout à l'heure, le sport, la compétition aussi, ça dépend ce qu'on y met derrière, les savoirs et les connaissances qui du coup vont être apportées. Et du coup, selon toi, y a-t-il en fait des critères qui définiraient qu'un sport est éducatif ou ne l'est pas en fait?
Comment te situes-tu par rapport à cela, en fait? Ben, je trouve qu'avec les 3 premières interventions, là, déjà, on peut faire ressortir 3 axes. Le premier, et Sarah notamment l'a très bien dit, c'est qu'à mon sens, si on veut travailler des contenus éducatifs du sport, il faut d'abord penser à l'être humain, à l'enfant qui va aborder la pratique physique et sportive. Et je pense que l'approche de la multi-activité, elle est extrêmement importante parce que plus on va spécialiser un enfant tôt, plus vite finalement on va lui retirer la chance de découvrir plusieurs activités physiques et sportives, et surtout on va quelque part l'empêcher de découvrir certains axes de sa motricité, on va l'empêcher de faire le lien entre sa tête, son corps pour finalement apprendre les différences de culture entre les activités. Donc, je pense qu'à travers, par exemple, l'expérience de Sarah qui a pu s'initier à différentes activités, ou l'expérience de l'UCEP, en tout cas le sport scolaire, évidemment l'éducation physique et sportive, et l'EPS dès l'école primaire extrêmement importante. Il faut avoir en tête, je crois qu'il y a à peu près 10% des professeurs des écoles qui sont formés en STAPS. Il y a des villes, par exemple c'est le cas à Paris, où il y a des profs d'EPS dès l'école primaire. En tout cas, l'approche de la multi-activité, elle me paraît extrêmement importante. Il y a évidemment aussi, je suis bien placée pour le savoir, les fédérations multisports qui proposent aussi de la multi-activité dès le plus jeune âge. Il y a aussi les offices municipaux des sports. Enfin, voilà, il y a une diversité d'offres, aussi des fédérations délégataires qui peuvent dès le plus jeune âge proposer une entrée dans une activité à travers différents types de pratiques. En tout cas, il est absolument, à mon avis, essentiel de penser vraiment la question de la multi-activité, et surtout de ne pas penser une spécialisation trop précoce. Le deuxième, ça a été aussi bien dit, le deuxième critère, c'est qu'à mon avis, le sport, il est éducatif quand il est populaire, c'est-à-dire quand il est à la fois spontané, quand il permet d'appréhender des émotions, quand en fait il nous permet petit de comprendre qu'on est en capacité d'inventer des choses, de créer des choses, parce qu'on a un ballon entre les mains, parce qu'il va falloir inventer une stratégie. En fait, le sport, il peut être éducatif quand on n'impose pas à l'enfant ou à l'adulte comment il faudrait jouer et ce qu'il faudrait faire. Et plus on laisse la liberté de mouvement, d'invention, et bien plus finalement le sport va être éducatif, parce qu'il va nous permettre d'apprendre des choses, de grandir. Et puis la dernière chose qui n'a pas été abordée peut-être, c'est que je pense que le sport, il est aussi éducatif dans la mesure où l'approche associative, l'approche de l'EPS aussi, n'est pas une approche de consommation. Or, on vit dans une société de la consommation et on consomme tous, et c'est normal et indispensable. Mais pour autant, sur l'approche sportive, c'est à mon avis extrêmement important de préserver, de construire, de faire grandir un espace qui n'est pas celui de la consommation. Parce que dès lors qu'on rentre dans un espace de la consommation sportive, eh bien, on risque de mettre de côté tout ce que j'ai mis avant, tout ce que j'ai dit avant. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour apprendre à nager, la ministre le dit d'ailleurs très bien, on apprend d'abord que notre corps, il va savoir s'immerger dans l'eau, il va savoir flotter, il va savoir se propulser. C'est Raymond Cateau qui a notamment développé toutes ces idées. Sauf que le secteur marchand a mis en vente les brassards. Et dès lors qu'il a mis en vente les brassards, eh bien, les parents ont acheté des brassards parce que les parents avaient peur en termes de sécurité que leur enfant se noie. Sauf qu'en introduisant le brassard dans l'apprentissage de la natation, eh bien, finalement, on a oublié
que l'enfant il pouvait s'immerger dans l'eau et que son corps pouvait être flottant. Et donc, on est rentré finalement dans une démarche de consommation avec tout un tas de matériel qui a pu réduire la capacité, en tout cas le contenu éducatif de l'apprentissage de la natation. Idem pour l'escalade. L'escalade, il est hyper important parce que l'escalade, ça peut être mortel, il peut y avoir des accidents très graves et donc il est très important de prendre conscience de la sécurité en matière d'escalade, de faire confiance à celle ou celui qui va nous assurer. Or, pour développer une forme de consommation dans l'escalade, certains ont mis en place ce qu'on appelle, ont développé la moulinette, donc ce qui permet de grimper, certes en toute sécurité, mais qui ne permet pas de prendre en compte soi-même la question de la sécurité, qui ne permet pas de prendre en compte soi-même la question de l'autonomie, de la responsabilisation et qui se traduit normalement dans le fait de grimper en tête en escalade. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'avoir en tête la question de l'autonomie, de la responsabilisation, de l'engagement citoyen que permet la vie, notamment la vie associative, et qu'on ne peut pas déconnecter les contenus qui vont être proposés dans le cadre de la pratique, évidemment, du projet d'une association, d'un club. Et je pense que Benoît et Sarah notamment pourront nous en parler. Merci Emmanuel. Justement, par rapport à ce que tu évoquais, moi, ça m'induit une question finalement pour Mickaël au regard des nombreuses casquettes qu'il a. Aujourd'hui, on le reconnaît tous. Enfin, je pense que ce n'est même plus à défendre, c'est enfoncer une porte ouverte, mais le sport est reconnu comme un besoin fondamental, essentiel. Enfin, tout le monde l'a dit par différentes entrées, mais seulement, finalement, au regard des politiques publiques qui sont mises en place depuis de nombreuses années, alors, tout à l'heure, Emmanuel parlait de consommation, mais finalement, il peut y avoir différentes instrumentalisations. Finalement, aujourd'hui, le sport n'est-il pas vu aussi en tant que pompier social? Et finalement, on oublierait presque que le sport a ses propres valeurs et en permanence, on souhaiterait lui ajouter des valeurs utilitaires comme la santé, l'intégration sociale, finalement, pour le rendre plus éducatif. Est-ce que Mickaël, tu pourrais nous en dire quelques mots? Parce que ça aussi, c'est un gros débat et un sujet assez vaste. Alors, oui, j'avais oublié d'activer mon micro. Alors, effectivement, il y a deux axes dans la question. Sur le fait de l'instrumentalisation du sport, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec cette position, puisqu'on s'aperçoit quand même que depuis plusieurs décennies, en fait, ça ne date pas d'hier, et encore moins d'aujourd'hui, le sport, finalement, est appelé et sommé à régler un petit peu tous les problèmes sociaux qui se présentent. On a tous un certain âge, on n'est pas très âgé là autour de l'écran, mais je crois qu'on se rappelle tous des années 80, où à chaque manifestation ou flambée sociale dans les quartiers périurbains, la première réponse des élus de ces territoires était souvent de construire des terrains de basket ou des terrains de foot, en fait, en ayant l'espoir que finalement ça allait un petit peu apaiser les esprits, souvent des jeunes ou des plus jeunes. Là aussi, la stigmatisation sport et jeunesse, elle interroge. Et moi, je trouve que cette situation qui est encore présente aujourd'hui, c'est typiquement l'exemple d'une logique occupationnelle qui finalement est complémentaire avec la logique marchandisée qu'a évoqué tout à l'heure Emmanuel avec l'exemple du savoir nager, auquel je souscris absolument, et qui, à mon avis, est l'inverse d'une démarche éducative, en fait, d'une action menée dans une véritable perspective éducative. Alors, effectivement, c'est le règne de l'urgence, c'est le règne du buzz, de la visibilité médiatique, qui était déjà présente il y a 40 ou 50 ans et qui aujourd'hui demeure encore, et qu'on retrouve finalement sur les dispositifs du type bouger plus ou 30 minutes d'activité physique par jour, où on oublie qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui existent, et malgré tout, on croit inventer ou réinventer des dispositifs qui finalement n'apportent pas beaucoup de grains à moudre
et parfois vont même à l'encontre en fait des objectifs qui sont émis. Hein. Alors, parce qu'effectivement, c'est des initiatives qui reposent sur de nobles principes, hein, je le crois même. Mais encore une fois, leur retombée demeure limitée. Encore une fois, elle privilégie la dimension occupationnelle. Hein. Je crois que c'est aussi le cas du fameux dispositif de S2C, Sport, Santé, Culture et Civisme, qui est apparu à la fin du premier confinement, et qui, je crois, aussi tend un petit peu à transiger sur la dimension éducative, hein, pour privilégier toujours cette dimension occupationnelle. Occuper n'est pas éduquer. Voilà. Ça a été montré, démontré, remontré à de multiples reprises. Et aujourd'hui, peut-être a-t-on tendance à l'oublier. Et en fait, c'est lié à ce que tu évoquais sur la question des valeurs et sur la dimension intrinsèque, sur la dimension éducative intrinsèque. Alors, autant sur le premier aspect, je suis absolument d'accord, autant sur le deuxième aspect, je suis beaucoup plus partagé parce que moi, je crois que c'est une croyance. C'est d'abord avant tout une croyance qui repose finalement sur la persistance d'un mythe, hein, du mythe des valeurs du sport, en fait, hein, qui sont transgénérationnelles, transhistoriques, tout ce qu'on veut, en fait. Et finalement, le sport serait porteur de valeurs qui lui seraient consubstantielles, qui seraient à la source, en fait, de son apparition, mais de son développement. Et finalement, le sportif respecterait naturellement les règles, ses adversaires, ses partenaires. Enfin bref, voilà, on pourrait continuer assez longtemps. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, les valeurs, elles sont régulièrement réactivées, d'ailleurs souvent par le politique, qui permet de justifier un certain nombre de choix. Et ce qui est intéressant aussi, et parfois assez saisissant, c'est que justement, quand on mène des recherches socio-historiques, on retrouve des mots, et parfois même des phrases à la virgule près, qui ont été tenues il y a 100 ou 120 ans, et qu'on retrouve aujourd'hui, en fait. Donc, on voit bien la persistance de ce mythe. Et évidemment, face à ce mythe, ce qu'on appelle les dérives, ne serait le produit que de comportements inadaptés de la part d'individus, parfois de sportifs qui trahiraient l'esprit du sport. Hein, le fameux « je me suis dopé à l'issue de mon plein gré », voilà, qui renvoie là aussi à une période particulière. Or, moi, je crois qu'il faut être lucide. Le sport, c'est aussi de la hiérarchisation qui peut conduire à des formes d'exclusion, et on a plein d'exemples à ce niveau-là. C'est aussi de la compétition qui peut à la fois être extrêmement intéressante, parce que je ne suis absolument pas un adversaire de la compétition, bien au contraire, mais qui peut aussi amener à dépasser certaines limites pour gagner. Et évidemment, quand on franchit un certain nombre de limites, on est hors jeu, et qui doit nous interroger. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est par facilité intellectuelle ou par méconnaissance que les politiques publiques reposent sur la persistance de cette croyance. Et ça explique probablement, moi en partie, les dispositifs émergents que j'évoquais tout à l'heure, qui se limitent souvent à rendre accessible le sport, sans vraiment creuser ce que l'on peut faire grâce et avec le sport, en fait. Parce qu'évidemment, souvent, le jeune ou le moins jeune serait naturellement transformé par une forme d'implication sportive, sans véritablement s'intéresser aux résultats. Et encore une fois, on sait que ça ne marche pas vraiment s'il n'y a pas une nécessaire réflexion autour d'un projet éducatif ambitieux. Je l'évoquais, la mise en place de dispositifs aussi ambitieux, un intérêt porté sur les compétences des éducateurs. D'ailleurs, souvent, on a tendance à préférer le terme d'éducateur à celui d'entraîneur. Et je trouve que c'est aussi extrêmement important. Bon, bref, le mythe de la spontanéité, je crois qu'il faut essayer de le déconstruire aujourd'hui pour aller au-delà et construire un véritable projet sportif qui s'appuie sur l'éducation. Merci, Mickaël. Du coup, tu me fais une super transition par rapport à la question que je souhaitais poser à Sarah, puisque elle a mis en place, alors tu vas nous expliquer tout ça, mais au travers de ton club Boxer Inside, une dimension académie, voilà, incubateur un peu pour la jeunesse en devenir. Alors voilà, tu nous diras si cela aussi est inspiré de ton parcours voilà, personnel, sport, boxe, peut-être milieu populaire même. Mais du coup, par rapport à ce que disait Mickaël, voilà, comment tu rends cette démarche
éducative et non occupationnelle finalement par rapport à ton club, donc Boxer Inside, voilà, si je me trompe pas. Merci. Alors effectivement, moi j'ai créé une association il y a une dizaine d'années. L'objectif de départ, c'était de démocratiser la boxe et de permettre aux femmes d'y accéder. Donc c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a un peu avancé, même s'il nous reste encore beaucoup de travail. Et c'est vrai que les activités de mon club ont évolué et j'ai ouvert en septembre une salle en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Et l'idée de cette salle, c'était vraiment de créer une académie, donc une sorte de campus, puisqu'on a les lieux sont adaptés pour. On a plusieurs salles de sport et on a au cœur de ces salles ce qu'on a appelé, nous, un social club. Donc, c'est un lieu qui permet de réunir à la fois les enfants qui viennent sur les cours de boxe éducative, mais aussi les adultes sur les courses de boxe loisir ou en compétition. Et en fait, ce lieu nous sert à réunir les gens autour de débats, de conférences, mais aussi d'ateliers, de formation et parfois juste connecter les personnes, les jeunes qui cherchent un stage ou un emploi, ceux qui créent leur entreprise et qui ont besoin d'être conseillés, mentorés ou qui cherchent aussi des partenaires et des clients. Et donc, l'idée, c'était aussi de prendre ce lieu et de s'en servir pour accompagner les jeunes qui sont adhérents de l'association à travers différentes formations. Donc, dès l'âge de 10 ans, on commence à les initier à tous les métiers de la boxe, donc sous forme de petites formations, de jeux de rôle. On leur apprend le métier de juge, arbitre, organisateur, speaker. Donc, on travaille aussi beaucoup sur les prises de parole. Et puis, on s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient envie de s'engager un peu plus. Et donc, on a commencé à organiser des chantiers solidaires. Et là, on est parti vraiment sur de la formation un peu plus poussée, où l'idée, c'est de développer chez eux cette envie de s'engager, donc vraiment de devenir des citoyens engagés à travers notamment les actions qu'ils peuvent faire au sein des chantiers, mais aussi auprès d'autres associations ou pour d'autres causes. Et puis, pour certains, on va jusqu'à la création de junior associations. Et ce qui se passe aussi au sein de notre académie, c'est qu'on a les plus grands qui, eux, sont plus en mode start-up. Et donc, on a aussi un programme où on accompagne les jeunes dans la création de leur entreprise, avec toujours le sport et notamment la boxe au centre, un peu comme un outil éducatif, de développement personnel, où l'idée, c'est vraiment d'utiliser le sport pour les amener à mieux se connaître, à être beaucoup plus confiants, à développer aussi pour certains une posture d'entrepreneur. Voilà, donc c'est vraiment pour nous un élément central. On est allé au-delà de la boxe, puisqu'il y a évidemment certains d'entre eux qui veulent faire de la compétition, mais c'est vraiment une académie qui est là pour les aider à grandir, et on se place vraiment comme un acteur à côté de l'école, de la famille, pour accompagner le jeune dans son développement, dans son émancipation et son éducation. Merci Sarah pour cette présentation qui s'inscrit vraiment de ton club là, dans un parcours de vie, même j'ai envie de dire, hein, on dépasse la simple, et simple n'est pas péjoratif, bien sûr, le simple mouvement sportif, le simple bienfait, voilà, le simple geste technique. Et là, cette dimension, on voit qu'elle élabore tout plein de choses et d'aspects positifs dans les parcours de vie là, des jeunes à qui tu proposes toutes ces belles choses. Et merci beaucoup, Sarah, car je crois que tu vas nous quitter un peu plus tôt. Ouais, bah merci beaucoup. Merci Ravie de cet échange et puis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Sarah. Alors, justement, là, vous êtes plusieurs à avoir évoqué la logique. Alors, Sarah l'évoquait au travers d'un parcours de vie, finalement, mais aussi tout à l'heure, Benoît, tu l'évoquais dans la complémentarité en disant que finalement,
l'UCEP était un pivot entre le sport scolaire, mais aussi les clubs des fédérations sportives. Mais du coup, ça me fait rebondir par rapport à la loi là, qui est un petit peu en pourparlers. Alors, je ne sais pas exactement quel est l'état de consultation, de publication de cette loi, mais en gros, qui visait à la création d'associations sportives au sein même de chaque école. Et du coup, j'aurais voulu savoir, pour l'UCEP, quelles sont les incidences de cette loi par rapport, de manière générale, au sport à destination des enfants. Alors, pour recontextualiser l'ensemble, il faut savoir que dans tous les établissements privés locaux d'enseignement, donc les EPLE, donc les collèges et lycées de France, il y a obligation de créer une association sportive qui est affiliée à l'UNSS et pour laquelle les professeurs d'EPS de chaque établissement disposent de 3 heures par semaine dans leur emploi du temps pour s'en occuper. Autant dire que ça représente, je crois, à peu près 320 millions par an, juste pour cette décharge-là. Alors, on n'est pas doté de la même manière dans le premier degré. Dans le premier degré, il n'y a pas d'obligation de création d'association et les enseignants qui s'occupent de ça font généralement sur leur temps bénévole, soit dans le cadre du temps scolaire, soit au-delà du temps scolaire, en périscolaire ou en extrascolaire. Alors, il a été question lors du travail du projet, enfin, dans la préparation de la loi sport et société, de rendre cette association obligatoire également dans les écoles dans les écoles primaires, donc élémentaires et maternelles. Ça a fait l'objet d'une étude en commission, donc avant que ça passe à l'Assemblée nationale, et il se trouve que finalement, ça n'a pas été accepté, puisque ce qui avait été mis en avant, c'est grosso modo, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais par contre, si on n'a pas les moyens qui vont avec, on créera une coquille vide. Et ça aura finalement peu d'intérêt, ça risquait de mettre plus en difficulté l'UCEP qu'autre chose. Voilà. Donc finalement, cette loi n'a pas passé le cap de la commission d'appel parlementaire, et donc cet amendement, il n'a pas été proposé au vote de l'Assemblée nationale. Voilà, mais en revanche, il y a eu un amendement donc, déposé par le gouvernement et donc pour le coup par la ministre des Sports, alors il y a beaucoup de pourrais, etc. C'est une loi qui n'est pas... il y a beaucoup de conditionnels dans le texte de loi, mais néanmoins, elle offre la possibilité de créer une association qui ne sera pas forcément sportive, mais bon, culturelle, plus large dans les écoles, voilà, sans forcément préciser le cadre. Et donc, effectivement, c'est une légère crainte qui pointe, même si on prend le code de l'éducation, en tout cas, c'est toujours marqué, ça n'a pas été modifié dans le code de l'éducation, heureusement, les associations sportives qui s'occupent des enfants sur la base du volontariat, en plus de l'EPS dans les écoles, sont forcément des associations affiliées aux fédérations dont les statuts sont agréés en Conseil d'État. En l'occurrence, ça ne représente que 2 fédérations en France, l'UNSS et l'UCEP. Voilà, donc bon, on a quand même une légère inquiétude avec des associations avec un objet qui ne serait pas complètement identifié, mi-social, mi-sportive, un petit peu des deux, et qui ne seraient pas forcément des associations affiliées à l'UCEP. Voilà, on a une légère crainte de ce côté-là. Si Emmanuel a quelque chose à dire, sinon je voulais revenir sur la question du côté de l'aspect consumériste un petit peu, et finalement peut-être un élément de réponse qui est un peu paradoxal, parce que quand on se pose la question du consumérisme, on se pose aussi la question de savoir pourquoi est-ce que les gens viennent. Et là, souvent, moi j'ai entendu sport, compétition. Déjà, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on appelle compétition. Il se trouve qu'aujourd'hui, la compétition, pour tout le monde, c'est un podium avec une médaille, souvent un classement individuel, etc. Et que finalement, si on entrevoit la performance, enfin la compétition uniquement sous l'angle de la performance hétérocentrée, en gros, je me compare aux autres, la comparaison sociale, on est sur un caractère assez limitatif de la compétition, puisqu'on peut aussi tout à fait avoir des compétitions, on est soi-même la référence, on est en compétition avec soi-même, avec un autre groupe, etc., par rapport à des défis à atteindre, etc. Et aujourd'hui, quand même, la plupart des gens qui viennent dans les clubs, il se trouve que toutes les études, elles le montrent, ils ne viennent pas chercher de la compétition. Il y a 5-10% des personnes qui viennent chercher de la compétition dans les clubs. Elles viennent chercher la plupart du plaisir, de la santé, et de l'activité collective, de la convivialité. Ainsi, si on veut réfléchir un peu, on peut se poser la question plus large. Est-ce qu'ils trouvent ça, les gens, quand ils viennent s'inscrire dans n'importe quel club? Est-ce que c'est ce qu'on leur propose en premier?
Ou est-ce que quelque part, on a peut-être des clubs qui sont peut-être trop orientés sur l'activité compétitive pure et dure qui finalement touche 15% de la population, mais pas plus? Et ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, le problème, c'est que peut-être que le sport, c'est pas qu'une affaire de sportifs. Et peut-être que dans un enjeu de santé publique, eh bien, il faudrait qu'on ait un recrutement plus large, qu'on arrive à chercher les gens qui, voilà, on le sait bien, hein, il y a des gamins qui font du sport, hein, comme disait Sarah. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas le choix, hein, j'étais dans un club de sport, hein, même, même si ça m'avait pas plu, heureusement, ça m'a plu, vous vous doutez bien, mais je veux dire, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément dans le sport à la base, et des gens qui n'iront pas dans le sport parce que pour eux, ils ne vont pas y retrouver ce qu'ils y recherchent. Et on a un exemple comme ça. Bon, ça fait pas que ça a peut-être été augmenté encore avec le confinement. Mais regardez le nombre de personnes qui vont courir le week-end sans être forcément affiliées dans n'importe quel club, qui vont faire du vélo, etc., qui vont faire de la cross-orientation, de l'escalade dans les bois à Fontainebleau, et qui font ça de manière complètement autonome, sans être affiliés. Donc, s'ils ne s'affilient pas, c'est peut-être parce qu'il y a trop de contraintes à aller dans un club, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment ce qu'ils ont envie. Ils trouvent peut-être plus de compétition que de vie associative et de convivialité, par exemple. Plus de place pour les bons, hein, ceux qui jouent la gagne, et puis un peu moins pour ceux qui jouent juste le fait de passer un bon moment entre amis autour d'un ballon ou d'un baudrier d'escalade. Voilà. Et donc, je voulais revenir là-dessus parce que ça me paraît quand même quelque chose de fondamental aujourd'hui. On veut révolutionner la société, on ne va pas former que des sportifs de haut niveau. Et il faut aussi qu'on prenne en compte l'ensemble des personnes qui ne seront pas des sportifs de haut niveau et qui ne veulent même pas l'être. Mais par contre, ils veulent peut-être avoir autre chose dans le cadre du sport. Voilà, je voulais revenir là-dessus un petit peu. Merci Benoît. Du coup, moi j'aurais une question là, à poser. Alors, Benoît aussi, après, si tu souhaites t'exprimer, mais à Emmanuel quand même dans le cadre de sa candidature, parce que finalement, on l'a vu là dans vos différents échanges, et puis ça a été aussi repéré sur le chat que finalement, dans un parcours de vie, voilà, on peut aussi se démarquer de la simple approche, on va dire, en termes de consommation, mais qu'on élabore aussi de l'engagement. Benoît le disait tout à l'heure par rapport à l'UCEP, voilà, on sollicitait aussi les enfants pour voilà, la construction, l'organisation des rassemblements, les conditions aussi qui sont indéniables à la rencontre sportive, la position de l'arbitre. Sarah aussi le transmettait par rapport à son projet, enfin à son académie qui est aujourd'hui en place, voilà, de speakers, de tout ce qui aussi gravite autour du sport et qui fait aujourd'hui que le sport existe. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, Emmanuel, finalement, quels peuvent être les leviers aujourd'hui du CNOSF qu'il a à mettre en place ou finalement qu'il doit renforcer pour que déjà ce sport ne soit pas que de la consommation chez nos jeunes, et puis aussi peut-être quelles pourraient être les passerelles, les pivots, parce que je sais que Benoît emploie plutôt ce terme, finalement entre sport scolaire et fédération. Bon, là encore, c'est une question à double entrée, hein. Oui, et puis je vais peut-être commencer encore même par une autre entrée, puisque je réagis à ce qu'ont pu dire les autres. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'être cohérent entre les discours qu'on peut porter. C'est-à-dire, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le sport n'est pas éducatif en soi, mais il faut être cohérent entre ça, l'admettre, et avec le projet politique du mouvement sportif fédéré. Autrement dit, on ne peut pas être d'accord avec le fait que le sport n'est pas éducatif en soi et valider les 30 minutes d'activité, de bouger, je ne sais même plus le terme, qui sont proposés là par le ministre de l'Éducation nationale à l'école, parce que là, on est vraiment pleinement dans la contradiction entre des contenus qui vont véhiculer de l'émancipation, des contenus sur la culture sportive, et finalement, on va inviter seulement les enfants à bouger. Donc, on va complètement perdre ce qu'on a mis des années
à construire, c'est-à-dire la culture sportive, et on va au contraire aller vers une culture de la consommation, parce que finalement, sur quoi les salles de fitness, par exemple, se sont construites ces 20 dernières années? Elles ne se sont pas construites sur un mouvement associatif, elles ne se sont pas construites sur un mouvement de la culture sportive. Elles se sont construites sur la finalité de se muscler, de maigrir, de se dépenser. Et donc, finalement, c'est exactement ce qui est reproduit aujourd'hui avec ces 30 minutes. Donc, je pense que le mouvement sportif fédéré doit refuser ce projet du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et pour le coup, soutenir les professeurs de PS et soutenir le sport scolaire. Alors, Benoît a évidemment l'UCEP, l'UNSS, il y a aussi le sport scolaire de l'enseignement libre avec l'UXEL. Voilà, je pense qu'il faut soutenir ça. Et je voulais également, par rapport à ce que Benoît a dit, dire qu'en effet, le mouvement sportif fédéré, et j'inclus aussi la FSGT pour mettre tout le monde tranquille avec, doit aussi parfois se remettre en question sur les contenus qui sont proposés, parce que là aussi, parfois, on crée des contradictions. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir 7 ans, arriver dans un club et vivre comme première expérience un rejet. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans un club je ne vais pas stigmatiser, alors on va rentrer dans n'importe quel club et finalement il y a plusieurs sections dans ce club, et donc on va commencer par faire une sélection, par faire un test, et en fait le premier message qu'on va recevoir, c'est qu'on ne fait pas partie des bons et qu'on va nous mettre dans le groupe des pas bons. Et ça, on va le ressentir de manière très, très importante quand on a 7 ans. Et finalement, ça ne va pas être la meilleure manière de rentrer dans un processus d'émancipation, de progrès, etc. Donc, je pense que là encore, il est absolument essentiel, et Benoît l'a dit, de travailler ensemble et surtout de reconnaître aujourd'hui la diversité du mouvement sportif, parce que c'est cette diversité qui va permettre de répondre à la multitude des besoins, qu'on soit un enfant plus ou moins sportif ou pas, et qu'on va aider vraiment la grande majorité de la population à se dire que quand on va rentrer dans un club, on va être en confiance, on va pouvoir rentrer dans une activité, y rester, y progresser, et on va avoir envie de s'investir et peut-être un jour de créer soi-même une association. Et je pense que à travers le sport et l'éducation, c'est vraiment ça le levier. Sinon, c'est l'instrumentalisation, comme l'a expliqué Mickaël tout à l'heure, qui va prendre le dessus. Il y a une dizaine d'années, c'était la cohésion sociale. En fait, en fonction des périodes, il y a la mode de l'instrumentalisation des finalités du sport. Et voilà, donc le mouvement sport, le CNOSF, s'il représente le mouvement sportif, il doit avoir un projet politique qui est absolument clair sur ces questions-là. Il doit soutenir le PS, il doit soutenir le sport scolaire, et il doit soutenir le fait que le sport, c'est de la création de contenu culturel et c'est de l'émancipation humaine. Très bien. Merci, Il reste peu de Emmanuel. temps, désolée. Oui, on s'approche de la fin de notre échange. Peut-être laisser la parole à chacun pour dire un dernier mot, transmettre un dernier, un dernier sujet, une dernière envie de partage. Peut-être Mickaël. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est tellement vaste, donc forcément c'est frustrant parce qu'on est en temps contraint. Moi, j'aurais une question provocatrice et peut-être une perspective. La question provocatrice, ce serait, et je m'adresse à tous les dirigeants de fédération, à tous les éducateurs, quels que soient les secteurs, à quoi sert le sport? Et en fonction de la réponse, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est-à-dire quel dispositif on met en place pour atteindre les objectifs qu'on pourrait formuler dans le cadre de cette question. La perspective, je l'évoquais en fait au tout début, ce serait d'appeler de mes voeux
que le mouvement sportif puisse se réunir à nouveau autour de la question éducative et qu'ils soient en capacité de lui donner un sens renouvelé. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on ne continue pas à réfléchir, à fonctionner sur le modèle d'un sport ancien? Et est-ce que véritablement, on a pris la mesure du sport au XXIe siècle, du sport d'aujourd'hui et de demain? Benoît l'évoquait tout à l'heure, il n'a qu'à se promener sur les bords des rivières, dans les forêts, quelles qu'elles soient, pour constater que les gens pratiquent, s'exercent, s'amusent, parfois prennent du plaisir. Et dans ce cas-là, quelle est la capacité du mouvement sportif à répondre à ces besoins qui sont finalement assez nouveaux? Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, tous les acteurs en aient pris réellement la mesure. Merci, Michael. Très, très intéressant, bien sûr, comme question et comme perspective. Benoît, un dernier mot également, si tu le souhaites. Oui, un mot ultime. Hein. On a quand même la chance d'avoir un système éducatif dans lequel il y a de l'EPS dès la maternelle, avec un temps d'enseignement qui est ce qui est. On sait bien qu'on aimerait davantage, mais il me semble que c'est quand même le seul moment où on touche toute une corde d'âge. 800 000 enfants par année d'âge chaque année qui sont touchés par l'EPS, donc ils vont en faire 3 heures, 4 heures, 4 heures par semaine quand ils seront en 6e, ensuite après 3 heures, puis finalement que 2 heures en lycée. Et on a un enjeu fort à ce moment-là, hein, ça fait partie de l'éducation obligatoire. Et là, il me semble qu'un des enjeux, tout à l'heure, tu parlais des brassards qu'on mettait pour savoir nager, etc., il est l'enjeu de la formation des cadres. Et notamment dans le premier degré, on sait que la formation, la part de la formation consacrée à l'EPS a diminué assez fortement depuis la fin des IUFM, depuis le passage à la masterisation, et aujourd'hui, elle est de moins en moins importante, cette part-là. Et on va se retrouver avec des maquettes de Master MEF où on va avoir 20 heures pour former des étudiants sur enseigner l'EPS de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 et sur toutes les activités. Autant te dire que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour enseigner Raymond Cateau, par exemple, et qu'après, c'est assez rapide de mettre c'est plus facile de mettre des brassards aux élèves, faute de mieux, et puis surtout dans un souci de sécurité. Voilà. Et là, on a quand même un enjeu qui est assez important. Et dans la même lignée, tu parlais tout à l'heure des 30 minutes d'activité physique, c'est ce qui est mis en avant. Alors, le ministère a bien dit que les 30 minutes d'activité physique, ce n'était pas l'EPS. Ce n'est pas la même chose, c'est notre activité, etc. Donc, nous, on était très, très soucieux au niveau de l'UCEP de bien différencier les deux. Hein. Les 30 minutes d'activité, ce n'est pas de l'EPS, ce n'est pas du sport scolaire en plus, c'est quelque chose qui se passe en plus. Donc, ça doit arriver en plus des 3 heures d'EPS qui devraient normalement être faites dans toutes les écoles, toutes les semaines. Et donc, ces 30 minutes d'activité-là aussi, eh bien, quelque part, l'effet est pervers. Ce serait que des gens qui ne sont pas suffisamment bien formés, des collègues qui ne sont pas suffisamment formés, qui n'ont pas suffisamment de matériel, qui n'ont pas d'accès aux installations sportives. Il faut savoir, ce n'est pas simple quand on est institut dans le premier degré, hein, pour avoir du matériel, des installations et de la formation, on se dit, finalement, plutôt que de faire de l'EPS, je vais faire les 30 minutes d'activité physique. Et quelque part de se couper de l'enjeu, des apprentissages de l'EPS qui sont identifiés depuis quand même quelques années maintenant et qui devraient faire l'objet d'une attention toute particulière, surtout dans le contexte actuel. Voilà, on peut difficilement aujourd'hui accepter petit à petit que l'EPS en soit réduite à la portion congrue, alors que dans 3 ans, si tout se passe bien, on organise les Jeux Olympiques à Paris. Voilà. Donc, je voulais insister quand même sur la question il y a un moment donné de la vie, entre 3 ans et 18 ans, on a tous les enfants face à nous, au moins 3 heures ou 2 heures au lycée par semaine dans le cadre des cours de PES. Il ne faut pas rater ce passage-là, et pour ça, il faut réinjecter de la formation EPS dans les formations, notamment des professeurs des écoles. Pourquoi pas augmenter le volume EPS? Je sais qu'il y a Didier Delinière qui a fait un billet la semaine dernière allant dans ce sens-là, et ça me paraît être quelque chose de… Voilà, je parle plutôt en termes de fédération sportive scolaire, hein, c'est pour ça qu'on m'a invité. Voilà. Très bien. Le petit mot de la fin pour moi, peut-être, on va déjà déborder un peu. La conclusion de Benoît est très bonne et c'est également ce que je voulais dire. Donc, tout à l'heure, je disais…
on ne peut pas avoir de politique cohérente s'il y a un décalage entre le discours qu'on porte et le contenu qu'on va proposer. Et il ne peut pas non plus y avoir de politique cohérente s'il n'y a pas de moyens cohérents. Et c'est aussi un des problèmes de la proposition de loi qui est actuellement au Sénat, c'est qu'elle n'engage en rien des moyens de l'État et donc elle vise plutôt une fois encore à désengager le service public. Et si aujourd'hui il y a un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et qu'il y a eu ce choix de rapprocher les sports et l'éducation nationale, ce n'est pas pour raboter sur les moyens et de mon point de vue, le CNOSF doit avoir une analyse bien plus critique sur l'instrumentalisation aujourd'hui des valeurs et des contenus éducatifs, parce qu'à force de ne pas le faire, en effet, l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 se fera, lui, réellement au détriment pour le coup, des valeurs et contenus éducatifs du sport. Et rendez-vous, dernière chose, donc la semaine prochaine, on fait une pause, c'est lundi de Pâques. Rendez-vous le 12 avril pour parler de sport et écologie. Et merci beaucoup à Sarah, Michael, Benoît et Anne-Laure. Merci beaucoup. Et à toutes celles et ceux qui ont participé et convaincu. Je lis un message. Et commenté sur le chat. Merci beaucoup.